Récemment, on a participé au Japan Tour Festival, où on m'a donné la tâche corsée de parler sur scène pendant 1 heure du sujet Doctor Who, miroir de son temps. Sujet extrêmement vaste dont j'ai essayé de couvrir plusieurs facettes au cours de la conférence à laquelle vous vous apprêtez à assister. Nous vous souhaitons un bon visionnage. Qu'est-ce que c'est Doctor Who? Parce que certaines personnes ici ne le savent pas, puis ça fait toujours du bien de se faire un petit récap. Doctor Who, c'est une série qui date de 1963, qui compte 41 saisons, et qui parle d'un alien qui voyage dans le temps et l'espace à l'aide d'une cabine de police qui se nomme un TARDIS. Eh bien, Doctor Who, c'est une série britannique, ce qui est très important parce que c'est une partie très importante de l'ADN de Doctor Who. Et Doctor Who, c'est 41 saisons, c'est des spin-offs, c'est des films, c'est des livres, c'est des aventures audio, c'est des comics. Donc si jamais vous accrochez, vous pourrez rester dedans pendant longtemps. Et en 62 ans, forcément, les choses changent. Parce que si Doctor Who était toujours la même qu'en 1963, je suis pas sûre qu'il y aurait autant de gens qui regarderaient. Mais donc Doctor Who, il y a quelque chose qui fait que ça évolue tout le temps, outre le fait que il change les caméras, il change le rythme, il change l'écriture. Il change aussi d'approche sociétale, parce que la société évolue. Donc c'est normal qu'une série évolue avec son temps également. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, c'est voir comment Doctor Who a évolué à travers les âges. Doctor Who, chaque épisode va rapporter un contexte historique, social ou politique particulier, soit par rapport au thème qui est abordé dans l'épisode, soit par rapport au moment où l'épisode a été fait. Vous allez voir qu'il y a certains sujets qui sont un peu cycliques, qui reviennent régulièrement, et parce qu'il reste toujours un petit peu d'actualité, mais on va avoir un nouvel angle. Et donc je vais vous proposer de faire un petit jeu. Je vais vous donner des résumés d'épisodes. Vous allez essayer de repérer à peu près la période de production de l'épisode, la décennie ou quelque chose comme ça. Cet épisode-ci, le premier. Une société pétrochimique découvre un moyen d'augmenter sa production grâce à un ordinateur à l'intelligence artificielle mégalomane qui pollue le site d'extraction dans le but de se débarrasser des humains à l'aide d'un slime mortel. Les années 70, 90, c'est 80, c'était 70. 1973, nous sommes avec un épisode qui s'appelle The Green Death, un épisode très écolo. 1907, on voit au look. Tout de suite, on met la photo, on repère la période, comme je disais. Donc, The Green Death, ça parle de préoccupations environnementales et aussi du progrès des ordinateurs. C'est un sujet qui est très constant dans Doctor Who et dans la SF de manière générale. Un autre, voici un immeuble censé représenter une société idéale a été abandonné à lui-même après le départ pour la guerre de tous les habitants non handicapés, non âgés et majeurs. Les jeunes filles, livrées à elles-mêmes, se sont organisées en gang et sont sévèrement réprimées par le service d'ordre des lieux. 80? Oui, c'est 1987. C'est un épisode qui s'appelle Paradise Towers. La dystopie était très à la mode dans la SF. Et aussi, c'était un moment où on se remettait à repenser le modèle des bars d'immeubles, qui à l'origine avaient été pensés comme des lieux de brassage culturel. Il va y avoir tout le monde qui va venir dans les bars d'immeubles, tout le monde va être sur un pied d'égalité. Et on sait très bien que c'est pas ce qui s'est produit. Et donc, c'était vraiment une période où ce sujet était important. Donc, on a eu un épisode qui parle de ça. Et de la manière dont les pouvoirs publics laissaient à l'abandon ces barres d'immeubles, en fait. Enfin, dernier exemple pour ce petit jeu, tous les médias de la Terre sont contrôlés par une créature qui ralentit volontairement le développement de l'humanité en manipulant les informations et les programmes diffusés. Saison 10 avec Peter Capaldi, non? Saison 1 avec Eccleston, tout à fait, c'est The Long Game, donc 2005. Un petit peu de contexte sur celui-là. En fait, les deux personnages, l'éditeur et le Jacques Raffet, sont tous les deux inspirés d'un vrai monsieur que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Rupert Murdoch. C'est le Bolloré des anglo-saxons, en gros, et des Américains, qui possède des journaux, comme par exemple The Sun, et des chaînes de télé, comme par exemple Fox News. Voilà, ça vous situe le truc. Rupert Murdoch, ça fait très longtemps qu'il est là et qu'il creuse son trou. Donc là, du coup, en 2005, c'était déjà le cas, c'est toujours le cas aujourd'hui. Et bien en fait, c'était basé sur un scénario que Russell T Davies avait envoyé à la BBC dans les années 80. En fin des années 80, déjà par rapport à Rupert Murdoch. Et son scénario, à l'époque, du coup, a été refusé. Il l'a remis quand il est devenu showrunner. Mais ici, vous voyez la petite une de The Sun, écrit Gotcha. C'était une ultra connue pendant la guerre des Malouines. Ça avait vraiment choqué le monde parce qu'en gros, c'est ils sont tous morts, bien fait pour eux, quoi. Le personnage de l'éditeur dit cette phrase Gotcha à un moment, en référence à cette une. Et on a d'ailleurs le personnage de l'éditeur, pour vous situer un petit peu le genre de perso, qui dit les bons mots répétés assez souvent sur la bonne chaîne peuvent déstabiliser une économie, inventer un ennemi, changer un vote, changer le cours de l'histoire, en gros. Donc les sujets sociétaux, c'est pas nouveau dans Doctor Who, mais c'est pas non plus original, parce qu'en fait, les sujets de société sont souvent développés en fiction, en filigrane. Toute création, elle va découler du contexte social, politique et économique de son époque. J'ai pris une petite citation de Stendhal. Peut-être que les gens qui ont fait les terminales littéraires se souviennent de ce genre de citation. Stendhal disait qu'un roman, c'est un miroir qu'on promène le long d'un chemin. Alors en gros, ça veut dire qu'une fiction, c'est toujours un peu le reflet de la réalité. C'est l'époque du réalisme, du naturalisme,
où on essayait d'être au plus près, d'essayer d'être objectif, même si l'objectivité, c'est jamais facile à avoir parce que justement, on a les biais sociétaux. Et l'idée aussi, c'était d'exposer les vices de la nature humaine pour essayer d'apporter des éléments de réponse pour essayer de faire une humanité meilleure. Mais donc Doctor Who, c'est pas du naturalisme, on n'essaie pas d'être réaliste du tout dans Doctor Who, mais pour autant, on a quand même cet aspect miroir sociétal qui est assez fort, et ce depuis 1963, parfois même inconsciemment. Et j'ai une question pour vous, si je vous dis Doctor Who et nazisme, vous me dites quoi? Dalek, merci, la réponse est arrivée très vite. Je vais vous mettre un petit extrait de l'épisode The Daleks. Donc le premier épisode des Daleks en 1960. They obviously think and act and feel in an entirely different way. They just aren't human. Yes, but why destroy without any apparent thought or reason? No, there's a reason. Explanation might be better. So what? A dislike for the unlike? Donc les Daleks sont apparus en 1963. Ils ont été créés par quelqu'un qui s'appelle Terry Nation. On est 18 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et Terry Nation, en 1945, il avait 15 ans. Donc il a vraiment vécu toute son enfance et son adolescence sous le spectre de la guerre et du nazisme. Donc c'est forcément un sujet qui l'a marqué à vie. Quand il est devenu majeur, Terry Nation, il y avait autre chose qui se produisait à la même époque, c'était la menace du communisme. Du coup, on a un peu tendance parfois à juste dire les Daleks, dès l'origine, c'était des nazis, machin truc. En fait, je pense que c'est plus subtil. Quand on voit le premier épisode, c'est une espèce de mélange entre la menace nazie et la menace communiste. Parce qu'ils sont tous exactement identiques. Mais surtout, je pense que c'était pas particulièrement conscient dans ce premier épisode. Il a développé très vite, je pense, ce lien, mais je pense que c'est quelque chose qu'il avait vraiment en lui, le fait d'avoir cette peur du retour du nazisme et du fascisme, etc., mais qu'on était en pleine guerre froide. On reconnaît ce que ça vise, mais c'est pas forcément complètement explicite à ce moment-là. Ah oui, il y a un aspect dont je vous ai pas parlé à propos de Terry Nation qui est assez intéressant. C'est à la fois un pacifiste et un pro-guerre. Ah oui, ça paraît contradictoire, mais en fait, c'est un truc qui est présent chez énormément de personnes après-guerre. Pour la simple et bonne raison qu'ils ne voulaient plus la guerre, mais qu'ils savaient que parfois c'est inéluctable. Et donc en fait, tout l'épisode The Daleks tourne sur ce paradoxe. Sur un peuple qui est pacifiste, mais qui est forcé à la guerre parce que sinon les Daleks vont les attaquer. Et c'est assez intéressant de voir l'épisode via ce prisme. Ah oui, autre détail, ça c'est censé être les gentils, où du coup, quand c'est comparé au nazisme, il y a un peu la tendance à dire, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que les gentils, c'est des très grands blonds? Donc on va passer en 1964, on est ici avec The Daleks Invasion of Earth. On a moins de doutes. Il a un peu affirmé sa caricature. Et on est censé se passer au 22e siècle et pourtant, ils ont des costumes qui font très années 40, années 50. On a aussi Londres qui est complètement en ruine. On a les Daleks qui lavent les cerveaux des humains, les soumettent, les tuent, les exploitent, en les laissant juste mourir si jamais ils n'obéissent pas. Et quand ils s'organisent et se déplacent, on dirait vraiment des patrouilles avec des SS, quoi. Donc là, déjà, c'est beaucoup plus affirmé. Et après, on va faire un petit saut encore dans le futur et on va aller voir Genesis of the Daleks, qui est juste là en bas, avec l'apparition d'un personnage que vous connaissez probablement. Exactement, c'est l'apparition du personnage de Davros. Alors là, par contre, on est en 1975. Terry Nation, 12 ans plus tard, il a bien eu le temps de se faire à l'idée que ces personnages, c'était des nazis. Les personnages sont habillés avec des uniformes nazis, vraiment, clairement. Davros reprend vraiment de la rhétorique et une manière de parler qui rappelle Hitler. Ça parle de génocide, d'extermination, de race supérieure. Bref, c'est un jackpot, il y a absolument tout. Et en plus, on a un dilemme moral qui est très connu dans le fandom, parce que je pense que vous avez déjà entendu parler de Genesis of the Daleks, même si vous ne l'avez jamais vu. Parce qu'en fait, il y a le 4e docteur qui se pose la question, est-ce que j'ai le droit de commettre un génocide, d'exterminer les Daleks avant leur naissance, juste parce que je sais ce qu'ils vont faire plus tard? Qu'est-ce qui me donne le droit moral supérieur d'avoir les mêmes méthodes qu'eux, en fait? Just touch these two strands together, and the Daleks are finished. Have I that right? To destroy the Daleks, you can't doubt it. But I do. If someone who knew the future pointed out a child to you and told you that that child would grow up totally evil, could you then kill that child? Do I have the right? Hundreds of millions of people, thousands of generations can live without fear, in peace, and never even know the word Dalek. But if I kill, wipe out a whole intelligent life form, then I become like them. I'd be no better than the Daleks. Think of all the suffering there'll be if you don't do it. J'ai un petit truc aussi que j'ai oublié de vous dire par rapport à Genesis of the Daleks qui explique ce changement aussi de mentalité. En fait, à la fin des années 60, on a commencé en fait à sortir les images de la Shoah, de Nagasaki, d'Hiroshima. En fait, c'est sorti à la fin des années 60. Du coup, avant, il y avait une espèce de pudeur à pas en parler, à garder ça pour soi, et à pas forcément le conscientiser. C'est à essayer de garder ça loin de soi, quoi. Et en fait, à partir des années 60, c'était beaucoup plus clair dans les médias. Dans les années 70, on en parlait frontalement.
On parlait vraiment de la Seconde Guerre mondiale et des horreurs qu'il y avait eu. Et je me demande du coup si ça n'a pas pu jouer aussi sur l'évolution du rapport aux Daleks de Terry Nation. Enfin bref. Un reflet, c'est imparfait. La fiction, elle va s'adapter à une manière de penser de l'époque. Donc on l'a dit, ça peut être les messages, ça peut être la réalisation, ça peut être l'écriture. Doctor Who n'a pas du tout la même allure aujourd'hui qu'à l'époque. Par contre, il y a un truc qui est très important dans Doctor Who, c'est la transmission de valeurs. Doctor Who, c'est une série qui tient énormément à transmettre des valeurs de respect, de tolérance, d'entraide. C'est des sujets qui sont centraux dans Doctor Who depuis très longtemps. Et c'est un truc qui est assez courant dans les œuvres qui sont destinées aux enfants et aux familles. C'est des thèmes qui sont un peu, on va dire, gauche modérée. C'est vraiment le côté de il faut s'entraider et il faut faire les choses ensemble pour avoir un monde meilleur. C'est vrai que dans les œuvres pour adultes, ça se retrouve également, mais disons que les œuvres familiales, ça va être un thème qui est quasi constant. Alors parfois, du coup, Doctor Who va rester un peu trop sur bon, je vais pas trop m'engager politiquement, je vais rester sur un truc un peu neutre, je vais être un épisode qui s'appelle Kerblam par exemple, où on dit qu'il faut du changement, mais pas trop de changement quand même. Voilà, on va essayer de travailler avec Amazon pour essayer de faire un monde un peu meilleur avec eux. Par moments, c'est sur un équilibre un peu bancal, ça ose pas s'engager à fond et du coup, ça reste un petit peu, voilà. Mais du coup, on va toujours essayer d'avoir ces sujets-là. Après, on a aussi les cas où, dans une même saison, parfois, on va avoir le même sujet de société qui est un sujet actuel, on va dire, qui va être abordé différemment selon les épisodes, parce que c'est pas forcément les mêmes scénaristes, ils n'ont pas la même vision sur le monde. Il y a un truc, par contre, qui ne change pas, c'est que c'est super ancré dans notre monde, et surtout sur notre présent. Alors pourquoi s'ancrer autant dans le monde et dans le présent ? Parce que c'est beaucoup plus simple de suivre notre chronologie, d'avoir le fil rouge qui correspond plus ou moins à notre année. D'un point de vue scénaristique, c'est moins le bazar. Après, c'est aussi plus facile de s'accrocher à des compagnons qui sont contemporains, parce qu'on va avoir les mêmes références qu'eux. On va voir des lieux qui existent dans notre monde, qu'on peut aller voir, et donc on va avoir des références communes. Et tout ça, ça explique aussi sa longévité, parce que du coup, ça va toujours s'adapter aux spectateurs contemporains. Faut pas oublier qu'une fiction, ça doit quand même rester crédible. Et Doctor Who, qui justement essaie de se situer dans notre monde, a besoin de se référer à la réalité pour être aussi crédible. Je vais faire un petit jeu avec vous. Je vais vous montrer différents extraits. C'est des extraits qui font référence à des choses qui se sont passées dans le monde au même moment ou un petit peu avant, parce qu'il y a quand même la durée de production des épisodes. Le premier exemple, la réponse peut sembler facile. Je veux une réponse un peu plus précise que celle à laquelle vous avez pensé. Elle est morte le jour de Noël. Le jour de Noël! Je lui ai dit adieu sur une tablette, à cause des règles. Elle est morte seule! Et tous ces gens ignobles avec leurs caves à vin et leurs soirées dansantes et leurs petites fêtes, j'ai écouté ce qu'ils m'ont dit et j'ai laissé ma mère mourir toute seule. Est-ce que vous savez à quoi fait référence cette scène du dernier épisode de Noël, Joy to the World ? Alors c'est par rapport à la crise sanitaire du Covid, mais ça c'est la réponse facile. Il y a en fait un événement qui s'est passé au Royaume-Uni qui est beaucoup plus précis que ça et qui est référencé par Joy quand elle dit leurs caves à vin et leurs fêtes, machin truc. Il y a un truc qui s'appelle le Partygate, où en fait pendant le confinement, le gouvernement britannique organisait des fêtes au 10 Downing Street. Et donc c'est une référence directe à ça, parce que forcément les Britanniques ont très mal vécu le fait qu'eux soient privés de leurs proches et ne peuvent même pas aller leur dire adieu, alors que eux par contre faisaient des fêtes tout le temps. Donc voilà, c'est une référence spécifiquement à cet événement-là. Je vais vous en mettre un autre. Là, on est dans la série classique. The Curse of Peladon, je vous donne un peu le concept. Comme ça, vous allez peut-être essayer de situer. On est dans les années 70. Donc c'est une fédération galactique qui se crée pour échanger des ressources. Ouais, c'est ça, la CECA, en gros l'ancêtre de l'Union européenne. En fait, l'épisode est sorti en 1973, si je ne m'abuse, donc 1 an avant que le Royaume-Uni rejoigne la communauté économique européenne. En fait, les auteurs ont nié. Parce qu'à l'époque, les auteurs, ils avaient un peu tendance à nier les messages politiques, genre « mais non, on n'est pas censé dire de politique dans Doctor Who ». C'est 1 an avant, et c'est sur une fédération galactique qui s'unit pour échanger des ressources, à un moment. Hein. Il y a eu une espèce de contre-champ, qui est un peu une espèce de suite, avec Peter Capaldi. Ça vous dit quelque chose, un épisode qui pourrait faire suite à ça? Empress of Mars, bien vu. Empress of Mars, qui est un épisode de la saison 10, qui lui est sur le Brexit. En fait, Empress of Mars reprend les mêmes personnages, donc avec les Ice Warriors et aussi Alpha Centauri, qui est un personnage très important de Curse of Peladon et qui revient à la toute fin en espèce de caméo. Et en fait, du coup, Empress of Mars parle du Brexit, et c'est justement un parallèle avec Curse of Peladon qui parlait de l'inverse. Je cite vite fait un autre épisode qui est aussi une suite de ça, qui s'appelle The Monster of Peladon, qui lui est sorti 3 ans après. Et The Monster of Peladon, pour le coup, ça parle de grève de mineurs sur la planète Peladon. Et en fait, c'est une référence directe à une énorme grève de mineurs. Ah, là-bas, quelqu'un a la référence. Et donc, c'est une référence directe à ça. Et je vais juste citer aussi cet épisode-là. Je voudrais vous montrer un petit extrait qui vient de cet épisode. On est en 1975, si je ne m'abuse, dans les années 70. Et on a eu une des premières, si ce n'est la première, tirade féministe dans Doctor Who. Je vous ai juste mis un extrait, c'est avec la compagne Sarah Jane. Vous connaissez Sarah Jane?
It would be different if I was a man. But I'm only a girl. Just a minute. There's nothing only about being a girl, Your Majesty. Et toute la scène est comme ça en train d'expliquer à cette reine qui est devenue reine par défaut parce que le roi précédent avait pas de fils, qui dit bah ouais mais du coup je suis pas légitime. Bah si t'es légitime et c'est tout un discours là-dessus sur il faut apprendre à vous affirmer et vous êtes légitime à l'être. Si vous en choisissez comme reine, vous êtes leur reine et puis c'est tout quoi. The Monster of Peladon personnellement je le trouve moins bon que The Curse of Peladon mais rien que pour cet aspect féministe il vaut le coup quand même d'être vu. Alors ensuite je vous montre un autre extrait. They have found massive weapons of destruction. Capable of being deployed within 45 seconds. What? Vous avez la ref à ça, ouais. La guerre froide, non. On parle vraiment d'un truc qui est quasi contemporain, ouais. La guerre en Irak, tout à fait, ça parle de la guerre en Irak. Et ça parle tout spécifiquement d'un dossier qui était sorti au Royaume-Uni en septembre 2002, donc c'est-à-dire 3 ans avant la sortie de l'épisode, et qui affirmait que l'Irak pouvait déployer des armes de destruction massive en 45 minutes. Donc voilà, c'est vraiment une référence directe à ça. Du coup, à part Joy to the World, ces références, en fait, elles ne sont pas explicites. C'est vraiment des espèces de petites références un peu plus cachées, diluées. Et en fait, c'est comme souvent en science-fiction, c'est parce que la science-fiction, elle sert pas mal à s'interroger sur notre société et à réfléchir à des angoisses collectives. C'est très utile pour pouvoir les rationaliser, les questionner, essayer de se projeter sur le futur, essayer de penser à un autre futur possible, c'est voir les différentes possibilités auxquelles on pourrait aboutir. Et du coup, forcément, on va avoir beaucoup de questionnements sur l'écologie, sur la technologie, le rapport à l'autre, l'humanité, tout ça. Je fais un petit point sur l'évolution de la science-fiction, du coup. Alors, les photos ont été choisies à Sion, bien évidemment. Mais donc, on a ici Mary Shelley, H.G. Wells, et puis David Tennant dans la série Le Tour du monde en 80 jours, donc pour représenter Jules Verne. L'évolution de la science-fiction, ça s'est surtout fait au départ au 19e siècle. Mary Shelley, elle a été vraiment précurseur, parce qu'en réalité, c'est plus après 1850 que ça s'est développé, alors qu'elle, elle était dans les années 1810. C'était une époque où on avait la révolution industrielle, évidemment. Après, il y a eu toutes les expositions universelles, énormément d'inventions qui ont découlé de la révolution industrielle. Et donc, on a commencé à rêver un peu à tout ça, à imaginer un futur basé sur ces technologies principalement. Il y a eu surtout 2 pôles, l'Empire britannique, évidemment, donc par exemple avec Mary Shelley, puis après avec H.G. Wells. Et en France, on a eu beaucoup Jules Verne. Entre autres, quand on en parle d'un, on parle généralement de celui-là. Bien entendu, il y en a plein d'autres, mais voilà, c'est les noms principaux. Ensuite, on a eu l'entre-deux-guerres, où il y a eu à nouveau des changements, parce qu'on a eu les premières fusées. On a eu des évolutions des modes de transport également. On a eu la théorie de la relativité générale d'Einstein, qui est sortie en 1915. Mais donc, ça veut dire que dans l'entre-deux-guerres, on a commencé à penser à toutes les conséquences théoriques que ça pouvait avoir. On a complètement repensé notre vision de l'espace. On a découvert les trous noirs. Tout ça, c'était complètement nouveau. Et donc, pareil, ça fait rêver. Donc, on a vu l'apparition des magazines pulp, des comics, des super-héros, du space opéra. Tout s'est passé à cette époque-là. Donc, on a des récits d'aventures dans l'espace qui commencent à fleurir de partout, ça fait rêver. Et ensuite, on a eu un nouveau souffle après-guerre. Il y a eu une très grosse popularité de la science-fiction dans les années 60-70. Qu'est-ce qui est sorti ? Star Trek et Doctor Who. Doctor Who tombait à pic à ce moment-là. Et en fait, ce qui est bien avec Doctor Who, c'est que par essence, ça peut s'adapter à absolument tous les sujets, vu qu'on peut tout faire avec Doctor Who. Il peut voyager partout. Mais donc, du coup, c'est quoi ces sujets ? Je vous ai prévu une petite liste, on va dire 50-70, jusqu'à 70 à nos jours, des sujets phares de la science-fiction, et voir comment Doctor Who se les a appropriés selon les époques. Dans les années 50 à 60, au début des années 70, on a vraiment 3 sujets qui prédominent. On va avoir la conquête spatiale, les invasions aliens, et le conflit nucléaire. Pas forcément difficile de comprendre pourquoi. Les invasions aliens, la peur des autres déjà, et puis aussi la peur des communistes qui s'infiltrent partout, et voilà. Non mais pour de vrai, il faut pas rigoler, c'est vrai. J'ai mis un exemple d'un film qui s'appelle L'invasion des profanateurs de sépultures, c'est trop bien. Et je vous conseille de regarder justement si vous voulez voir les évolutions au fil du temps d'une œuvre. Il existe 3 versions, dans les années 50, dans les années 70 et dans les années 90. Et le film est complètement différent. Parce que justement, il s'est adapté à son époque et à la manière de percevoir les choses à ce moment-là. Donc je vous conseille de regarder les 3. Et ensuite, je vous ai mis 2 exemples de Doctor Who. On a The Faceless Waltz, où c'est vraiment une espèce d'uniformisation et de voler les visages et de se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas. Donc ça, c'est clairement basé sur la peur du communisme. Et à côté, par contre, on a Cybermen, avec The Tenth Planet, qui est du coup leur première apparition. Les Cybermen, il y a un truc qui est intéressant, c'est à quel moment ça a été créé, c'est en 1966. En 1967, sachez qu'il y a eu la première transplantation d'un cœur humain en Afrique du Sud. Ce qui veut dire qu'en 1966, la transplantation d'organes était un énorme sujet à polémique. Genre, pour qui on se prend à aller modifier ça? Est-ce qu'on va toujours être nous-mêmes si jamais on nous modifie nos organes? C'était vraiment un gros sujet de polémique, et c'est littéralement les Cybermen.
Au début, c'était vraiment des espèces d'humains modifiés et tout ça. Après, c'était des robots. Puis après, c'était carrément des cadavres humains robotisés. Enfin, on a parlé de l'évolution par rapport à la perception du monde à ce moment-là. Sinon, bah tiens, Star Trek. La conquête spatiale, c'était vraiment à la mode. Si on rêvait d'aller dans les étoiles, on est avant le premier pas sur la Lune à ce moment-là. Du coup, c'était vraiment quelque chose qui faisait rêver. De toute façon, on avait plein de livres. On avait Chroniques martiennes de Ray Bradbury, on avait Dune de Frank Herbert, La planète des singes de Pierre Boulle, Star Trek, qui arrivait après Doctor Who quand même. On a gagné là-dessus. Et Star Trek, c'est vraiment une société utopique. Tout est beau, c'est vraiment un côté très positif de la conquête spatiale et de la découverte, quoi. Alors là, j'ai mis un épisode de Doctor Who qui est un peu moins utopiste, qui s'appelle The Ark, mais qui est basé là-dessus, sur le fait que les humains ne peuvent plus rester sur Terre et font un énorme exode spatial pour essayer de trouver une nouvelle planète. Je vous ai mis aussi, du coup, évidemment, le conflit nucléaire avec Godzilla. Le conflit nucléaire, bah forcément, on est dans la guerre froide. C'est une hantise assez constante de plein de gens. Et donc, du coup, The Daleks, dont on parlait tout à l'heure, parle directement de ça, parce qu'en fait, la planète Skaro a été détruite par un conflit nucléaire. Donc, c'en est vraiment la référence directe. Alors, des années 70 à aujourd'hui, en fait, les thèmes n'ont pas tellement changé. Ils sont très cycliques. Vraiment, il y a des phases, et ça a toujours été les mêmes thèmes qui vont revenir, mais de façon différente, parce que l'évolution de la société, tout ça. Donc, le sujet de l'écologie, évidemment. En fait, au début des années 70, fin des années 60, un peu partout, il y a eu des nouvelles vagues, de plein de sortes, dans la littérature, dans le cinéma, à la télé. Forcément, la SF n'y a pas échappé. Il y a eu le mouvement New Wave dans la SF aussi. On voulait une SF qui était moins scientifique, qui était plus artistique, et qui renouvelle sa manière de raconter la SF en étant justement moins terre à terre. C'est une époque où on se rend compte que les ressources ne sont pas illimitées. On commence à avoir des préoccupations écologiques, genre la surconsommation, la surpopulation. C'est l'époque où, par exemple, sont sortis Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, Blade Runner, Soleil vert, tout ça, c'est sorti à cette époque-là. Et donc The Green Death, qu'on avait vu déjà tout à l'heure. Et juste à côté, est-ce que vous le reconnaissez ou pas ? C'est un silurien. Ils ont un peu changé dans la news. C'est un silurien. À l'époque, il ressemblait à ça. Les siluriens et les Sidivols, c'est typiquement de ça dont ça parle, de ces préoccupations écologiques qui vont justement aussi réveiller ces créatures qui vivent soit sous la mer, soit sous la terre. Mais en plus, ça parle de plein d'autres sujets. C'est quand même des créatures qui vivaient avant les humains, qui ont hiberné pour échapper à l'extinction, mais qui étaient quand même sur leur territoire, qui se disent c'est chez nous ici. Et quand ils se réveillent, les humains les attaquent. C'est les humains débarquent sur leur territoire, les réveillent avec des grosses foreuses et veulent s'en débarrasser. Donc évidemment, ça parle de colonialisme, ça parle de coexistence avec les autochtones, ça parle d'attaque quand on est confronté à l'inconnu plutôt que de la cohabitation. Et même toujours aujourd'hui, quand vous voyez les épisodes, vous voyez l'épisode de saison 5, je crois, avec Matt Smith, Cold Blood et Hungry Earth, ça parle de ça en vrai. Dans les années 90, ces préoccupations écologiques, elles ont encore évolué vraiment pour parler de changement climatique. Mais on a aussi une plus forte remise en cause des nouvelles technologies. C'est un truc qu'il y avait tout le temps, mais disons que là, les ordinateurs évoluent très vite. Et on a aussi les médias qui évoluent très vite. On commence à avoir beaucoup plus de chaînes de télé. Et on commence aussi à avoir beaucoup plus de violence dans les médias. Et donc on a un épisode, vous voyez celui tout à droite, c'est un monsieur en train de se faire torturer sur votre télé en direct dans Doctor Who. C'est un épisode qui s'appelle Vengeance on Varos, qui est un épisode qui parle de contrôle de la population via les médias. Où en fait les médias diffusent des images ultra violentes, des exécutions en direct, de la torture et tout ça, comme si c'était du divertissement, et ils arrivent à utiliser ça pour garder les gens sous leur contrôle. Et donc ça parle clairement de violence dans les médias pour deux raisons. C'est qu'à l'époque de cet épisode, c'est l'émergence des snuff movies, donc des films où on voit des morts en direct et où ça posait des vraies questions éthiques. Donc ça parle de ça, et ça parle aussi de la guerre des Malouines. Vous savez, je vous en ai parlé un peu plus tôt avec Russell T. Davies et les épisodes sur le satellite 5. Et du coup, ça parle aussi de la guerre des Malouines, qui a été une guerre qui a été très médiatisée et où on voyait des images ultra violentes à la télé, et alors qu'à l'avant, ça ne se faisait pas tant que ça. Ensuite, dans les années 80-90, il y a eu les épidémies diverses et variées, les pandémies. Il y a eu le sida, Ebola, la grippe aviaire, la vache folle qui se sont succédées. Les pandémies ont été un sujet très important en SF, mais on a eu une évolution parce qu'avant c'était les zombies, ces machins qui bougeaient comme ça. Là non, on a un côté beaucoup plus réaliste dans la manière de dépeindre ça. On a un côté beaucoup plus tragique et cruel dans la manière de montrer ce genre de choses. Dans Doctor Who, on a un épisode juste ici qui s'appelle Terminus et qui parle de ça en fait. C'est une espèce d'hôpital au beau milieu de l'univers qui va héberger en fait des gens qui sont atteints par une maladie qui pour le moment est incurable. Et ensuite, années 90, début 2000,
Alors, bon, Doctor Who, il y avait eu beaucoup d'épisodes, et pourtant, on en retrouve un exemple. Il y a eu les catastrophes naturelles. Il y avait vraiment que ça. Il y avait Deep Impact, Armageddon, le jour d'après, Waterworld, tout ça. Doctor Who aussi, avec par exemple l'épisode The End of the World, avec la planète Terre qui se fait cramer par le soleil et où tout le monde vient observer. Voilà. Et en fait, il y a vraiment une question de responsabilité collective. En fait, vous voyez, avant, quand il y avait des destructions de la Terre, c'est toujours basé sur une espèce de savant fou qui va appuyer sur un bouton pour la bombe atomique. Non, là, c'est parce qu'on a foutu la planète en l'air maintenant. C'est le changement à ce moment-là, on est toujours sur l'évolution des questions d'écologie, en fait. Et enfin, la place des machines. Ça a toujours été important en SF et donc dans Doctor Who. Mais donc, la place des machines, et surtout de l'intelligence artificielle. Depuis les années 2000, ça fleurit, ça fleurit. Alors ça a pu démarrer avec Matrix en 99, on a eu Ex Machina, Heure, After Yang, après je suis sûre que vous pourriez me donner plein d'indices de films qui parlent d'intelligence artificielle. Et en fait, dans Doctor Who, ça en parle depuis très longtemps. Mais du coup, je trouve que vu que l'intelligence artificielle, c'est un sujet qui est super important aujourd'hui, j'ai voulu vous proposer 3 extraits vidéo pour vous montrer différentes manières d'aborder le sujet selon les époques. Au début, on avait un épisode qui s'appelle The War Machines. C'est un super ordinateur qui pète un plomb et qui crée des machines de guerre style Terminator, mais cubiques. Sir, doesn't this put a great deal of power into the hands of whoever operates Bolton? No one operates Votar. Votar operates itself. A computer is merely a brain which thinks logically without any political or private end. It supplies only the truth. It has no imaginative powers. Is there no way of fixing it so it can give the wrong answer? There would be no point. Now, don't forget that a computer like Votar is not a human being. Oh, but sure, it has no reason to suppress the truth. It has no emotions. It is ourselves. Et le robot va lui donner tort. Et ensuite, je vous ai mis un autre épisode, celui-là, je pense que vous le connaissez. L'ordinateur peut en pirater un autre. Un ordinateur vivant et doué de sens. Il pourrait pirater les esprits des gens, les rectifier, les modifier. Comment est-ce possible? Il y a à peine quelques heures, vous ne connaissiez rien à Internet et... Vous venez de faire une blague sur Twitter. Donc là, on voit beaucoup d'années qui sont passées entre les deux. Pourtant, on n'a pas exactement la même manière de voir les choses, mais on a quand même des idées un peu sous-jacentes sur les espèces d'intelligence artificielle qui vont venir prendre le contrôle des humains, un peu. Vous allez voir, on a un petit switch avec l'épisode Whale Blue Yonder de 2023. Mes bras sont trop longs, les bras qui sont immenses. La copie du 14e Docteur qui dit « Ah, les bras, c'est vraiment compliqué à faire ». Les IA génératives. Les IA génératives ont complètement modifié notre rapport à l'intelligence artificielle. Parce que maintenant, quand on pense à intelligence artificielle, on ne pense pas juste aux robots qui apprennent et qui apprennent et qui apprennent. On pense à ces machins qui font des images. Ça a un peu pollué notre truc. Mais donc, du coup, ça a forcément changé aussi la manière de réfléchir à ces deux trucs-là. C'était vraiment les robots, à force d'apprendre, devenaient super intelligents et pouvaient tout faire à notre place et nous supprimer. Alors que maintenant, il y a toujours un peu cette idée-là, mais il y a l'idée ils ont des défauts, ils contrôlent pas complètement tout. Je prends un exemple de la saison là, qui vient de se produire. On a The Robot Revolution qui parle de ça aussi. Et The Robot Revolution, on est là en train de nous dire « Ah, c'est l'IA qui leur a ordonné de faire ça ». Non, l'IA, c'était un humain qui décidait et qui, en fait, envoyait des prompts. Ce qu'on appelle les IA génératives, en fait, c'est pas des véritables IA telles qu'on les imaginait dans la science-fiction à l'époque. Donc avant, on parlait d'évoluer avec son temps pour rester pertinent avec les technologies, les sujets et tout ça. Mais donc, parmi les sujets de société, il y a aussi les évolutions des rapports à tout ce qui est notion de genre, tout ce qui est notion d'inclusion. Yeah. I think she was a man back then. I'm fairly sure that I was too. It's a long time ago. So, but time was a bit flexible and all that man-woman thing then, yeah? We're the most civilized civilization in the universe. We're billions of years beyond your petty human obsession with gender and its associated stereotypes. But you still call yourselves Time Lords. Yeah, shut up. Okay. Doctor Who a aussi fait ce travail d'évoluer sur ces sujets-là. Sarah Jane, déjà à l'époque, c'était révolutionnaire qu'elle dise « Eh ben dis donc, c'est pas rien d'être une fille quand même ». Mais depuis, on a avancé sur le féminisme. Donc Doctor Who a avancé aussi, par exemple. Quand on prend en compte les changements sociétaux, en étant dans une frange assez progressiste comme Doctor Who, forcément, ça veut dire avoir plus de mixité, plus d'inclusion, des minorités de genre, des personnes en situation de handicap. Et c'est un sujet, en fait, qui va soit être assez vocalisé. On a par exemple le personnage de Shirley qui explique clairement dans plusieurs épisodes les notions d'accessibilité, en quoi c'est important pour elle, pour son quotidien. Et par contre, à côté, vous allez avoir des sujets qui vont... Enfin, le même sujet qui va être beaucoup plus normalisé, qui ne va pas forcément valoir quelques dialogues, ça va juste être, par exemple, le personnage de Maurice, où on ne parle absolument jamais de son handicap. On a le personnage de Bill,
Ça lui avait été beaucoup reproché à l'époque, alors que franchement, qui dit plusieurs fois qu'elle est lesbienne, et à l'époque, ça avait fait tout un tollé sur le fait que Bill, elle arrête pas de dire sa sexualité. Je suis désolée, Rose, quand elle va voir le docteur et qu'elle arrête pas de faire des caisses à chaque fois qu'il y a un mec, bon, on lui dit rien. Donc laissons Bill avoir sa sexualité. Dans les personnages qui sont un peu normalisés, j'ai mis Yaz parce que elle se questionne sur sa sexualité, mais pour autant, il n'y a jamais vraiment... Enfin, c'est juste, Yaz est amoureuse du docteur. Et à ce moment-là, le docteur est une femme. Et voilà. Et j'ai mis aussi le personnage de Jack, où absolument jamais c'est vraiment particulièrement évoqué que c'est un personnage pan, mais pourtant il l'est. Dans Torchwood, plus. Mais dans Doctor Who, en tout cas, c'est juste Jack aime tout le monde. Et ensuite, j'ai mis aussi The Well. Parce que je trouve que The Well a un rapport très intéressant au handicap. Ils ont vraiment mis l'accent sur le handicap depuis quelques saisons. The Well, ce qui est intéressant, c'est que c'est un personnage qui est sourd. Et on est dans une société où tout est fait pour une meilleure inclusion des personnes sourdes dans la société. Les infirmières sont par exemple obligées de savoir signer. Et tout le monde a des espèces de petits sous-titreurs automatiques pour qu'on puisse les comprendre. Ça propose aussi de montrer un exemple de société qui peut s'adapter justement à ces handicaps et montrer que c'est possible d'essayer de trouver des solutions. Le docteur, évidemment, change aussi. Parce que c'est pas qu'une question de société qui change et de personnages, de compagnons ou de personnages secondaires. Notre personnage principal change aussi. On peut maintenant, sans souci, avoir un docteur femme, un docteur noir, un docteur qui se revendique non-binaire. Et en plus, ça permet aussi de mettre le docteur dans des situations qui jusqu'à présent n'étaient vécues que par des compagnons. Par exemple, Martha, première compagne noire, qui du coup avait vécu des situations de racisme. Mais le docteur était un peu en dehors de ça, en fait. Et là, on a carrément le docteur dans Dot and Bubble, où on lui refuse son aide au prétexte qu'il est noir et que les gens préfèrent mourir plutôt qu'avoir son aide. Et ça le met dans un état de frustration fou, parce que c'est la première fois qu'on lui refuse son aide pour ça. Et après, on a un épisode comme The Story and the Engine, où il dit que, en fait, quand il est au milieu des personnes noires, maintenant, c'est les seuls moments où il se sent vraiment inclus et écouté, et où ça lui fait du bien, du coup, de se retrouver dans cette communauté. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que les thématiques de peur de l'autre, ces thématiques, on l'a vu, ça fait super longtemps que c'est dans Doctor Who. Mais en fait, avec toutes ces questions d'évolution avec son temps, de savoir vivre en communauté, de la peur de l'autre et tout ça, maintenant, ça concerne directement les compagnons et le docteur. Ce qui change quand même la manière d'aborder les choses, parce que comme c'est les personnages qu'on suit, on va être aussi du point de vue des opprimés en voyant ce message à travers ces personnages-là en particulier. Et il y a un exemple aussi que j'ai mis que je trouve assez intéressant, parce qu'on parlait justement de la peur de l'autre et tout ça. Il y a des aliens avant où c'était, on les jugeait au faciès, clairement dans les années 60, c'était eux ils ont des têtes de méchants, et puis on s'est débarrassé pendant longtemps. On a eu Space Babies l'année dernière, je trouve que c'est un cas intéressant parce que il y a ce côté où au début tout le monde a peur de lui, il inspire la peur, tout le monde a peur, il est moche. Il faut s'en débarrasser. Jocelyne, je crois qu'elle s'appelle, elle veut absolument le balancer dans le vide spatial, c'est hors de question, c'est forcément un danger. Et où le docteur l'en empêche en disant « Vous êtes là à surveiller les enfants sur cette base, mais ce monstre a été créé de la même manière, c'est aussi un des enfants. Et donc c'est aussi notre mission de le protéger et d'essayer de le comprendre. » Et on voit que du coup, il y a eu aussi un switch de mentalité à ce niveau-là, d'essayer d'inclure le plus possible. Alors, mais du coup, être en phase avec son temps, faire référence à l'histoire, c'est impossible de toujours rester sur une position modérée dont je parlais tout à l'heure. Donc on a aussi des cas d'épisodes très politiques. Turn left, c'est dans le titre. Donna, si elle tourne à droite, le Royaume-Uni va tomber dans le fascisme et avoir des camps de travail. C'est radical, on est clair là-dessus. On a Happiness Patrol qui est souvent cité dans les épisodes Gigapolis, qui est une énorme critique de la période Thatcher et des dictatures. On a Oxygène. Le message d'Oxygène, je rappelle quand même que c'est le capitalisme vous tue et vous transforme en zombie. C'est pas discret, c'est efficace. Cette saison, on a eu Interstellar Song Contest, qui est un épisode sur le conflit israélo-palestinien. On a eu Midnight, où on nous montre qu'une famille ordinaire, bien sous tout rapport, va être la première à vous jeter sous le bus au moindre problème et qu'elle va se retourner contre vous si vous devenez l'élément problématique dans leur vie. The Sunmakers, qui est un épisode des classiques sur l'aliénation du patronat. Gallifrey. Gallifrey, c'est une planète qui est régie par des aristocrates autoproclamés seigneurs du temps. Avant de conclure, je voudrais juste vous parler... on a dit que Doctor Who, voilà, ça parlait de la société, machin, mais parfois Doctor Who réfléchit même sur elle-même. Et la manière dont elle va réfléchir sur elle-même va aussi parfois dire des choses sur l'état d'esprit de l'époque autour de la série. Je vous ai mis 3 exemples, bien entendu, Lux, avec la scène des fans. C'est mignon, c'est bon enfant. Les fans permettent à la série de subsister. Vous êtes importants, les fans. On a aussi Love and Monsters, qui est super bienveillant. C'est les groupes de fans qui se réunissent et tout. Puis après, on a Gradation in the Galaxy, qui est pas si mignon.
C'est un épisode super amer, c'est dans une période trouble, à la fin des années 80, pas longtemps avant l'annulation. Et il y a même une parodie de fan, mais c'est pas tendre, alors je vous mets ça vite fait. He'll entertain you, he'll make you stare, and our great new action scene it over there! Hope he's better than the last one. Couldn't be much worse. I'm bored. There's no point in going on, dear. We're all bored. I've never been able to visit it before now, but I've got all sorts of souvenirs. Copies of all the advertising satellites that have ever been sent out, all the posters. Although I never got to see the early days, I know it's not as good as it used to be, but I'm still terribly interested. Donc une parodie directe des fans des années 80 qui disaient « Alors j'ai pas vu les épisodes des années 60 qui sont perdus, mais je sais que c'était bien mieux à l'époque. » Enfin vrai, ça en met vraiment plein dans la tête de tout le monde. Et en fait, vraiment l'idée de l'épisode, c'est « Les chiffres sont mauvais, tu meurs ». Et c'est vraiment, vraiment une manière de montrer comment la série comment ça se passait à l'époque, parce que la BBC avait décidé que si les audiences étaient mauvaises, ça dégageait. C'était ça pour tous les programmes. Et donc il fallait survivre, plaire à un public peu clément. Et c'était géré par les dieux du divertissement, qui en fait étaient la BBC, tout ça. Mais donc c'était un cirque unique en son genre étrange, imparfait mais honnête, et qui n'était plus que l'ombre de lui-même, qui avait été tenu à bout de bras par des idéalistes qui commençaient à tous quitter le navire. Donc c'est vraiment, pour le coup, un épisode qui parle directement de Doctor Who à l'époque, je vous le conseille, Greatest Show in the Galaxy. Alors je vais devoir m'arrêter là parce que on est un peu court en temps. Je vous remercie d'être venus, passez tous un bon festival, et à peut-être très bientôt. Bon, vous l'avez sûrement senti, on nous a fait rusher la fin de la conférence, mais j'avais prévu un petit bonus pour la clôturer. Il n'a pas été diffusé sur place, alors voyez ça comme une exclusivité pour vous. Je vous propose donc de conclure par ce montage de moments où Doctor Who a trop voulu être le miroir de son temps. Cringe ou drôle, à vous de juger. Merci d'avoir regardé cette conférence, et à bientôt sur Paperpot. Wi-Fi, no phone signal, it's all down. Not even Netflix. What do we do? Suppose we'll have to have a conversation. What? I flooded downstairs with Pokemon. Posting them on Flickr and YouTube. Twitter. Oh, this is so Bridgerton. Oh man, it's cosplay. Deuxième set, Docteur! Like sewage, smartphones, and Donald Trump, some things are just inevitable. I'm so pleased to meet you. Miss Rowland! Merci, J.K. Rowling! I'm saving us actual minutes. Bon, allez, les potes, on garde le swag. Salut! Vous avez vu, je leur ai parlé genre cool et jazz. Ouais, ça m'a défrisé les cheveux. Je suis vraiment trop cool. Arrêtez avec ça, pitié.